construit à Londres en 1850 et un pour la Grande Exposition universelle, représente l'apothéose de cette architecture de verre et de fer. Imaginez cette structure colossale, longue de plus de 500 mètres, couvrant une superficie de plus de 90 000 mètres carrés, entièrement construite en fonte et en verre, près de 300 000 panneaux de verre maintenus par une structure métallique arachnéenne, d'une légèreté stupéfiante. À l'intérieur, la lumière règne en maîtresse absolue, filtrée par le verre, mais omniprésente, créant une atmosphère presque irréelle, féerique, qui fait dire aux visiteurs qu'ils ont l'impression de se promener à l'intérieur d'un diamant géant. Le verre entre aussi dans nos cuisines, dans nos laboratoires, dans nos hôpitaux, sous forme de bocaux de conservation, de tubes à essai, de fioles, de burettes, de pipettes, de tous ces instruments scientifiques qui permettent de mesurer, de mélanger, de chauffer, de distiller avec une précision impossible avec d'autres matériaux. Le verre est inerte chimiquement. Il ne réagit pas avec la plupart des substances. Il ne donne pas de goût aux aliments ou aux liquides qu'il contient. Il est transparent, ce qui permet d'observer les réactions chimiques ou les fermentations. Il résiste à des températures élevées. Il peut être stérilisé facilement. C'est le matériau idéal pour la science moderne qui se développe au XIXe siècle. Louis Pasteur, dans son laboratoire de l'École normale supérieure à Paris, utilise des ballons de verre à colle de cygne, ces récipients à la forme étrange qu'il a lui-même conçue, pour prouver que la génération spontanée n'existe pas, que les micro-organismes ne